Alors, premier conférencier, M. Philippe Donsky, président de l'entreprise Donsky, une personnalité du milieu de l'environnement et de la transition énergétique. Son cabinet, formé d'une quarantaine d'experts, soutient le gouvernement et les entreprises énergétiques des quatre coins de l'Amérique du Nord. En plus de diriger son cabinet, j'ai remarqué dans la biographie de M. Donsky qu'il est membre du CA de l'Association canadienne Énergie renouvelable, du Fonds Climat du Grand Montréal, coprésident d'Efficacité énergétique Canada et, pour terminer, président du groupe de travail sur l'électrification au gouvernement du Québec. Monsieur Donsky va nous entretenir sur la thématique l'électrification, un élément essentiel à la décarbonisation du Québec. Monsieur Donsky, à vous la parole. Merci beaucoup. Et premièrement, je veux juste m'assurer, vous m'entendez bien? Oui, OK, parfait. Merci tout le monde. En fait, deuxième question, juste pour vérification. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, voilà. Ah, ben super. OK. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ça fait presque 25 ans que je connais bien le RNCE-REQ, que je travaille avec le RNCE-REQ. Je suis toujours heureux de voir le travail formidable que vous faites partout au Québec en matière d'environnement et d'énergie. On m'a demandé donc de parler du rôle de l'électrification dans la décarbonation du Québec. Je vais juste voir, est-ce que ça marche? Oui, OK. Pour ceux qui ne connaissent pas ma firme, très rapidement, on est basé à Montréal, on est une quarantaine de professionnels axés exclusivement sur une chose, une mission, en fait, qui est d'accélérer la transition énergétique. Alors, c'est ce qu'on fait dans le secteur des bâtiments, donc tout ce qui concerne l'efficacité énergétique et également électrification et décarbonation des systèmes de chauffage, dans le secteur des énergies renouvelables, bien entendu, et dans le secteur de la mobilité, et notamment l'électrification de la mobilité. On fait ça depuis 17 ans. On a à peu près un peu plus de 500 projets à notre actif maintenant dans une trentaine de provinces et d'États, donc toutes les provinces du Canada et près de la moitié des États américains. Et voilà en gros, et donc nos clients sont un mix en fait, mais principalement des gouvernements, que ce soit des gouvernements provinciaux, d'État ou municipaux, ainsi que les entreprises d'énergie qui sont vouées à accélérer cette transition. Donc, voilà pour nous. Il y a quelques temps, on nous a confié un mandat qui est parmi mes mandats préférés, je vais vous dire honnêtement, qui était assez simple. Hein. Le mandat était de répondre à la question par rapport aux cibles de réduction de GES du Québec, que vous voyez ici sur les graphiques. Comment est-ce que le Québec peut y arriver à moindre coût? Hein? Fondamentalement, c'est ça. C'était ça le mandat et ça a mené à ce rapport qui s'appelle Trajectoire de réduction d'émissions de GES du Québec, horizon 2030 et 2050. Essentiellement, on identifie toutes les réductions possibles, imaginables au Québec, dans tous les secteurs, dans tous les créneaux, dans tous les segments de marché, dans tous les recoins du système énergétique et de l'économie québécoise. Et une fois qu'on identifie ces opportunités-là, on les classe en fonction de leur coût unitaire et on voit finalement quel est le chemin nécessaire pour que le Québec atteigne ses cibles et le faire au moindre coût. Mais à moindre coût, je dois préciser, au Québec et non pas en achetant des crédits d'ailleurs. Donc, c'est ça le sens de ce mandat. Je vais résumer très rapidement les résultats. Comme vous imaginez, c'est un exercice de modélisation assez étendu. On parle de centaines de milliers d'intrants, de mesures de toutes sortes qui rentrent dans le modèle. Mais ultimement, les résultats nous disent la chose suivante. Si on est pour arriver, si on est pour atteindre nos cibles, qui sont évidemment majeures, qui représentent un pivot sans précédent de notre système énergétique et de notre économie,
il va falloir opérer un changement sans précédent à 3 niveaux. Premièrement, au niveau de la consommation d'énergie. C'est drôle de dire d'ailleurs un changement sans précédent parce qu'en fait, si vous regardez le graphique à droite, vous verrez qu'il n'y a pas de changement. Mais le grand changement ici, c'est qu'on réussit à maîtriser la demande totale en énergie, même au fur et à mesure que notre économie continue à croître, que notre population continue à croître, et donc qu'il y ait de plus en plus de mise en chantier, de plus en plus d'activités économiques, de plus en plus de transport de marchandises, par exemple. Malgré toute la croissance qui est prévue par le gouvernement du Québec, on réussit à faire en sorte qu'on n'augmente pas la consommation totale d'énergie au Québec. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir faire. Et pour ce, ça va prendre un grand chantier en efficacité énergétique. Première chose. Deuxième chose, et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, la substitution. Donc, les formes d'énergie qui alimentent cette consommation-là vont devoir changer. Et les combustibles fossiles vont devoir céder leur place aux énergies renouvelables. Et ce, autant pour le chauffage que pour la mobilité et également pour plusieurs besoins industriels. Donc, quand on parle de substitution par les énergies renouvelables, on se comprend bien, il y a autre chose que de l'électricité là-dedans, mais on parle beaucoup d'électrification au Québec. Vous le voyez dans le graphique à droite, on voit la baisse de la consommation des produits pétroliers en particulier en bas, et la hausse de la production, et ça c'est le troisième élément du changement, une hausse importante de la production des énergies renouvelables, à commencer par l'électricité. Donc, voilà en gros les résultats, et voilà en gros ce à quoi peut avoir l'air le système énergétique si on est pour y arriver, et si on est pour y arriver, encore là, au moindre coût. Je vais vous donner un couple d'exemples. J'ai mentionné tantôt, en termes d'électrification spécifiquement, il faut parler d'électrification dans les bâtiments, et il faut parler d'électrification au niveau des transports, donc de la mobilité. On va juste jeter de la lumière un petit peu sur ces deux éléments-là. Si on regarde des bâtiments, vous voyez ici le changement entre 2015 et 2030 en termes des sources d'énergie qui sont consommées au Québec dans le secteur des bâtiments. C'est un peu particulier, vous regardez ce graphique-là et vous constaterez tout de suite une particularité. Je parle d'électrification et pourtant, on ne voit aucun changement à toute fin pratique dans la consommation totale d'électricité. Par contre, on voit une baisse importante de la consommation de gaz naturel et de mazout. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on met dans ce scénario, encore là, dans ce scénario où on atteint nos cibles à moindre coût, on met le paquet d'abord en efficacité énergétique. Donc, on s'attaque au gaspillage des bâtiments. Ça, en soi, ça libère des kilowattheures présentement gaspillés pour venir chauffer d'autres bâtiments qui, présentement, utilisent du gaz naturel ou encore du mazout. Deuxièmement, on mise beaucoup sur des pompes à chaleur. Des pompes à chaleur qui peuvent être à peu près 3 fois plus efficaces que, par exemple, les plaintes électriques. Donc, même chose opère ici. On remplace des plaintes par des pompes à chaleur. On libère des kilowattheures de cette façon. Ces mêmes kilowattheures-là sont utilisés pourquoi? Pour chauffer d'autres bâtiments qui, présentement, sont chauffés au gaz naturel ou au mazout. Et en passant, quand je dis chauffer des bâtiments qui sont chauffés au gaz naturel ou au mazout, ça peut être pour chauffer une bonne partie de ces bâtiments et diminuer la part que représente le gaz ou le mazout. En gros, c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle du secteur des bâtiments et du rôle de l'électricité dans les bâtiments pour atteindre nos cibles. À plus long terme, post-2030, là, on voit beaucoup plus l'arrivée de l'énergie distribuée, en particulier le solaire photovoltaïque, qui viendrait jouer un plus grand rôle. Ça, c'est au niveau des bâtiments. Si on regarde maintenant du côté transport des personnes, pour commencer, vous voyez encore 2015-2030. Mais ici, vous voyez un grand changement. 2015, à peu près tous les véhicules au Québec étaient des véhicules propulsés par des moteurs à combustion interne. Si on regarde 2030,
dans la modélisation qu'on a faite pour cette étude, on voit un accroissement important, premièrement, des moteurs qui utilisent du flex fuel, donc des biocarburants, et deuxièmement, de véhicules électriques, soit électriques branchables ou électriques hybrides. Je fais un petit bémol ici. Cette modélisation a été faite avec des intrants qui datent aujourd'hui d'il y a presque 3 ans. Les choses ont beaucoup changé depuis ce temps-là en mobilité électrifiée. Et on est en train de faire une mise à jour de cette étude. Je m'attends que les résultats nous pointent vers une plus grande place, beaucoup plus grande place pour l'électrique branchable par rapport aux hybrides non branchables. Ça, c'est à l'horizon 2030. Et encore une fois, si on regarde 2050, là, c'est une toute autre situation. Il faut s'attendre à ce que l'électricité propulse la très grande majorité de nos véhicules au Québec. Et d'ailleurs, vous le savez, et ma firme a réalisé une étude là-dessus. Le Québec a récemment annoncé son intention d'adopter une loi pour éliminer la vente de véhicules légers à combustion interne d'ici 2035, ce qui devrait nous permettre d'atteindre justement ce portrait à l'horizon 2050. Ça, c'est pour ce qui est du transport des personnes. Pour ce qui est du transport des marchandises, on voit là un peu la même chose. 2015, l'électricité n'existait à toute fin pratique pas au niveau des marchandises. D'ici 2030, il faut que la propulsion électrique livre près de 40% des marchandises. Près de 40% des marchandises d'ici 2030. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, alors qu'on commence à voir des camions de livraison apparaître sur le marché. Mais quand on dit on commence, en fait, on est à l'aube d'une petite explosion de modèles de camions, de modèles de véhicules de livraison de marchandises électrifiés. 40%, c'est une très grande marche. Il va falloir travailler très fort pour y arriver. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est possible. Et c'est ce qui va permettre, entre autres, au Québec d'atteindre ses cibles à moindre coût. Plus tard, à l'horizon 2050, il faut s'attendre à ce que presque toutes les marchandises soient électrifiées, presque tout le camionnage de marchandises, c'est-à-dire soit électrifié, et ça, que ce soit par de l'électricité directe ou par des piles à combustible qui font propulser des moteurs. Dans tous les cas, il faut que l'électricité propulse notre secteur du transport des marchandises. Voilà en gros quelques exemples. On sait en passant que tout ça, on le fait d'abord et avant tout pour l'environnement, mais au Québec, on a un très grand avantage au niveau économique pour faire cette transition-là. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on ne produit pas, à toute fin pratique, pas de gaz naturel, pas de mazout, pas de produits pétroliers. Oui, on a une raffinerie, mais notre économie n'en dépend pas. Notre économie, en l'occurrence, dépend énormément de notre production d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'on est très bien positionné pour profiter de cette transition. Et quand on regarde l'impact de cette transition sur la balance commerciale du Québec, on voit la possibilité de transformer notre déficit commercial d'aujourd'hui en un surplus commercial à terme. Éventuellement, on parle d'ajouter plus de 5 milliards de dollars annuellement à l'économie québécoise. Le jeu vaut clairement la chandelle. Maintenant, on m'a demandé de venir ici, c'est le RNCREQ. Moi, je viens de parler au niveau provincial, au niveau du Québec, mais le RNCREQ, évidemment, apporte cette perspective unique au Québec, qui est la perspective régionale et locale. Donc, je me posais la question, bon, quelle contribution les acteurs régionaux et locaux peuvent apporter à cette démarche d'électrification? Et peut-être avant de commencer, mentionnons une chose qui est très importante. Je parle ici de l'électrification, mais il ne faut pas oublier qu'avant de faire pas avant, en fait, il faut faire tout en même temps. On est dans une course contre la montre.
Mais c'est sûr qu'en termes de priorité, il faut d'abord et avant tout réduire nos besoins. Et ça, les acteurs régionaux et locaux ont un grand rôle à jouer en faisant la promotion et en investissant dans les transports en commun et dans les transports actifs, dans l'aménagement du territoire, en réglementant sur la construction pour améliorer ou augmenter la densité des constructions. Bref, les acteurs régionaux et locaux ont beaucoup de leviers pour réduire les besoins en premier lieu. Ce qui va quoi? Ce qui va faire en sorte qu'on réduit la marge nécessaire pour l'électrification des transports et la décarbonation des bâtiments. Mais parlons de ces deux éléments-là. Si on parle des transports, les acteurs régionaux et locaux, encore une fois, ont beaucoup de leviers dans leur arc, si vous me permettez, à commencer par la conversion des flottes municipales. Et je vais le mentionner tantôt, je vais y revenir tantôt parce qu'on vient tout juste de lancer un nouveau service pour aider les détenteurs de flottes municipales ou autres à accélérer leur conversion vers des véhicules électriques. Les acteurs régionaux et locaux peuvent investir dans les infrastructures de recharge locaux, notamment au niveau des rues. Les acteurs régionaux et locaux peuvent agir au niveau des règlements sur la construction pour assurer, par exemple, que toutes les habitations au Québec, que ce soit des maisons, des multilogements ou autres, aient la possibilité de charger leurs véhicules la nuit chez eux. Donc, encore une fois, beaucoup de leviers disponibles. Même chose lorsqu'on parle de décarboner les bâtiments. Les acteurs régionaux et locaux peuvent agir du côté des bâtiments qui leur appartiennent en termes d'efficacité énergétique et en termes de conversion partielle ou totale vers l'électricité pour le chauffage. Peuvent agir au niveau des normes de construction et des normes d'émission. D'ailleurs, ma firme vient de terminer de travailler avec la Ville de Montréal en vue de son plan climat. Et le plan climat inclut des mesures qu'on a conçues qui vont permettre justement de réglementer les émissions de gaz à effet de serre émises par les bâtiments, par le chauffage des bâtiments. Donc, ça, c'est le genre de choses que les municipalités peuvent faire. Peuvent également agir par des programmes d'encouragement de l'électrification et de la décarbonation des bâtiments et d'autres. Donc, beaucoup d'outils, beaucoup de leviers à la disposition des acteurs régionaux et locaux. Maintenant, j'ai dit que je parlerai très rapidement de ce nouveau service. Ma firme, on a beaucoup, un de nos forces, c'est des modèles assez sophistiqués. On a d'ailleurs un modèle qui s'appelle EVA, qui permet de voir en quelle mesure on peut électrifier les transports routiers au niveau d'une province complète. Mais on a également un nouveau service d'optimisation de l'électrification des flottes qui s'appelle eFleet, qui permet essentiellement 4 choses. Je le dis très rapidement et après ça, je termine. Qui permet d'une part d'identifier tous les véhicules électriques correspondant aux véhicules de votre flotte, et ce, autant des véhicules qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui que les véhicules qui seront disponibles dans un avenir rapproché. Deuxièmement, de créer un plan optimisé pour électrifier les flottes de véhicules en fonction des critères et exigences propres à chaque détenteur de flotte. Troisièmement, de bâtir le plan et la démarche précise pour électrifier les flottes dans le temps en fonction de la disponibilité et des prix des véhicules électriques sur le marché. Et quatrièmement, à spécifier les besoins en équipement de recharge et en passant à limiter au strict minimum les besoins d'investissement de ce côté-là. Donc, voilà rapidement le service qu'on offre. D'ailleurs, mon collègue Jeff Turner fera partie du prochain panel. Il pourra vous en parler plus et je pense qu'il sera aussi à la session de discussion après la session ce matin. Alors voilà, j'espère que ça a été utile et encore une fois, je remercie le RNC-Recu pour cette invitation et je vous remercie pour votre intérêt pour ce dossier et en fait ce chantier des plus importants et des plus passionnants.